Le B-29 Superfortress est l'avion le plus meurtrier de toute l'histoire de l'humanité. Et si vous pensez que c'est uniquement parce qu'il a largué les bombes atomiques, eh bien, ça, c'est en réalité une toute petite partie de son histoire, incroyablement sombre. Vous allez maintenant découvrir comment ce bombardier a tué davantage de ses propres équipages que l'ennemi ne l'a jamais fait. Puis comment il a engendré plusieurs des journées les plus meurtrières de l'histoire et pourquoi tout ce qui le concernait était simplement troublant à tant de niveaux. Accrochez-vous, ça va être rude. Très bien. Voyons comment la Superfortress a été conçue et quelle était la situation des bombardiers à l'époque. En 1938, les États-Unis n'étaient en guerre contre personne, mais il était plus qu'évident qu'une nouvelle catastrophe mondiale était sur le point de se produire. L'Allemagne semait le chaos en Europe, et le Japon menait depuis plus d'un an une guerre horrible contre la Chine. Face à cette situation, l'armée américaine réfléchissait à la façon dont ce nouveau conflit allait être mené et comment il pourrait être gagné par la seule puissance aérienne. C'est là qu'une nouvelle stratégie fut élaborée. Le bombardement stratégique. En résumé, l'idée était la suivante. On utilise de nouveaux bombardiers lourds, on pilonne l'industrie et les infrastructures du pays visé, on détruit tout ce dont il a besoin pour faire la guerre, son appareil militaire s'effondre, et ensuite vos forces terrestres n'ont plus qu'à nettoyer le terrain. La guerre est gagnée. Cependant, pour mener à bien cette tactique extrêmement ambitieuse, il fallait un bombardier lourd à long rayon d'action. Et c'est là que surgit le premier problème. Les États-Unis ne pouvaient pas y parvenir avec les bombardiers dont ils disposaient à l'époque. Le BDIC-7 Forteresse volante, fer de lance et cheval de bataille de la flotte de bombardement, et le B-24 Liberator, qui allait bientôt entrer en service. Ces deux appareils allaient certes connaître de rudes moments lorsque les Américains et les Britanniques lancèrent leur campagne de bombardement conjoint de l'Allemagne depuis des bases en Angleterre. Mais à ce stade, avant même le début de la guerre, alors que les Américains peaufinaient leur nouvelle stratégie, ils savaient que pour bombarder les territoires ennemis, c'est dire, à l'évidence, l'Allemagne et surtout le Japon, il leur faudrait un nouveau bombardier. Et ce, principalement en raison du problème de rayon d'action. La forteresse volante disposait d'un rayon d'action d'environ 1600 km, avec une charge utile pratique de bombes allant de 1800 à 2700 kg au mieux. C'est pourquoi elle assura l'essentiel de son service pendant la Seconde Guerre mondiale en Europe, où ce rayon d'action était adapté. Mais rappelez-vous que plus la cible est éloignée, plus la charge en bombe diminue, car le carburant supplémentaire pèse sur le tonnage. Ces appareils ne pouvaient donc emporter qu'une fraction de leur charge maximale s'ils voulaient atteindre l'objectif et revenir à la base. Quant au Liberator, censé surpasser la forteresse volante, il affichait environ 3200 km de rayon d'action, avec une charge utile similaire, mais il était bien moins robuste et fiable que le BDIC-7. Ces deux appareils n'étaient par ailleurs pas pressurisés, ce qui signifie que les compartiments d'équipage avaient des fenêtres ouvertes. Imaginez voler dans un cabriolet décapotable à 400 km, à plus de 3000 mètres d'altitude, dans un air pauvre en oxygène, avec des températures descendant à moins 40 degrés Celsius. Les équipages devaient porter des combinaisons chauffantes extrêmement peu fiables et des masques à oxygène tout en maintenant leur poste pour la plupart des mitrailleuses à commande manuelle, censées les protéger des chasseurs intercepteurs ennemis. Eh bien, outre le fait que cette configuration était incroyablement dangereuse et que les mitrailleuses étaient loin d'être suffisantes pour les protéger des chasseurs, toutes ces lacunes allaient se révéler au grand jour dès que la campagne de bombardement de l'Allemagne commença et que les bombardiers furent décimés. Bien avant ça, les planificateurs américains savaient qu'avec ces appareils, ils ne pourraient rien faire pour gagner la guerre dans le Pacifique, où le Japon commençait de plus en plus à ressembler au problème principal. Ainsi, 2 ans avant Pearl Harbor, les Américains commencèrent à travailler sur un nouveau bombardier, pressurisé, plus rapide, plus haut et plus endurant que tout ce qui existait dans le monde, avec une puissante charge de 9000 kg de bombes pouvant atteindre des cibles situées à environ 4200 km, en volant à 640 km/h. Comme rien de tel n'existait à l'époque, 4 entreprises se mirent à travailler sur leur prototype. Et pour ne pas vous noyer dans tous les designs et les idées, celui qui est important pour cette histoire est le XB-29 de Boeing. Ce que Boeing proposait, c'était un énorme bombardier lourd à 4 moteurs, bien plus grand que tout ce qui avait jamais volé. Il serait propulsé par le Wright R3350 Duplex Cyclone, à l'époque le moteur à piston le plus puissant au monde. 4 de ces moteurs, développant chacun 2200 chevaux, propulseraient cet appareil gigantesque à des vitesses et des altitudes qu'aucun bombardier n'avait jamais atteintes. Le cahier des charges prévoyait également quelque chose de totalement inédit. Une cabine pressurisée permettant à l'équipage de respirer et de fonctionner à très haute altitude.
puis un système de défense par canon commandé par calculateur, au lieu des mitrailleuses manuelles. Rien de tel n'avait jamais été tenté sur un bombardier. Boeing soumit ce projet en mai 1940 et reçut un contrat pour 2 prototypes XB-29. La construction de ces prototypes prit plus de 2 ans et le premier ne vola qu'en septembre 1942. Quand on développe quelque chose de nouveau, comme un avion, on construit d'abord des prototypes, on les teste minutieusement pour identifier et corriger tous les problèmes, et ce n'est qu'après que la production est lancée. Mais ce n'est pas du tout ainsi que les choses se passèrent ici. En mai 1941, 16 mois complets avant même que le premier prototype de ce nouveau bombardier ne décolle, les forces aériennes de l'armée passèrent une commande pour 14 appareils d'essai de service et 250 modèles de série. Le gouvernement commanda littéralement des appareils de test et une production de masse dans le même contrat, pour un bombardier qui n'avait encore jamais volé. Puis, après Pearl Harbor, ils doublèrent la commande à 500 appareils. Au moment où le premier vol d'essai eut enfin lieu, plus de 1600 de ces bombardiers encore expérimentaux avaient été commandés. 4 immenses usines étaient en construction aux 4 coins du pays. Plus de 1400 sous-traitants s'équipaient et des dizaines de milliers d'ouvriers étaient recrutés, le tout pour un projet dont personne ne savait encore s'il fonctionnerait réellement. Le coût total du programme atteindrait 75 milliards d'euros, soit environ 50 milliards d'euros en valeur actuelle. Et pour mettre cela en perspective, le projet Manhattan, qui aboutit aux bombes atomiques, coûta environ 84 milliards d'euros. Ce programme de bombardier absorba à lui seul environ 30% de l'ensemble des ressources d'ingénierie des États-Unis. Ce fut le programme d'armement le plus coûteux de toute la guerre. Et tout cela parce qu'il n'existait pas un seul bombardier, même sur le papier, capable de bombarder théoriquement le Japon depuis une quelconque base que les États-Unis pourraient capturer. Ils avaient besoin de ce nouveau bombardier. Et ils en avaient besoin immédiatement. Vous vous demandez probablement comment pouvaient-ils identifier tous les problèmes avant que l'appareil parte au combat? Et la réponse, c'est qu'ils n'y parviendraient pas. Les problèmes seraient identifiés par les équipages en plein vol, chargés de carburant et de bombes, probablement à des milliers de mètres au-dessus de l'océan, au milieu de nulle part. Au début de 1944, l'usine Boeing avait sorti 97-29 de la chaîne de montage. Ces appareils étaient censés être des bombardiers de combat finis et opérationnels, mais parce que la conception était testée, modifiée et produite en masse simultanément, ils sortaient de la chaîne bourrés de problèmes. La surprise fut totale. Des moteurs qui ne fonctionnaient pas correctement, des vitres de cockpit si déformées que les pilotes ne pouvaient pas voir à travers, des joints de pressurisation qui fuyaient, des calculateurs de conduite de tir en panne. 580 000 connexions électriques défectueuses à l'échelle de la flotte. Des ailes nécessitant un renforcement. Vous voyez le tableau. Sur 97 bombardiers construits, seuls 16 pouvaient effectivement voler. Les autres étaient simplement en panne, cloués au sol. Le problème, c'est que le président Roosevelt avait personnellement promis aux dirigeants chinois que les B-29 bombarderaient le Japon au printemps 1944. Cette promesse était cruciale, car c'est elle qui maintenait la Chine dans la guerre contre le Japon. Si la Chine avait capitulé, le Japon aurait libéré des millions de soldats pour combattre les Américains dans le Pacifique. Or, en mars 1944, ils réalisèrent qu'ils ne disposaient pratiquement d'aucun B-29 opérationnel, ce qui signifiait que la promesse de Roosevelt était sur le point d'être brisée. C'est ce qui conduisit alors à ce qu'on appela la bataille du Kansas, un blitz d'urgence de 5 semaines, au cours duquel plus d'1 millier d'ouvriers et de spécialistes furent rassemblés pour réparer à la main les 97 appareils, en plein air, en plein hiver. Ils durent pratiquement reconstruire chaque avion sur la piste et vérifier et corriger les défauts de tous les nouveaux qui sortaient des usines. Le 15 avril, la bataille du Kansas était gagnée et environ 150 B-9 étaient prêts au combat. Du moins, ils en avaient l'apparence. Et en mai, 130 d'entre eux avaient accompli le voyage de 10 à 8500 km jusqu'en Inde. Mais avant de vous parler des horreurs qui allaient survenir là, dès l'arrivée des premiers bombardiers, voyons d'abord précisément ce qu'était ce bombardier sur lequel les États-Unis avaient tout misé. Fidèle à sa tradition de baptiser ses bombardiers, et parce que le B-17 s'appelait la forteresse volante, ce nouvel appareil se devait d'être supérieur. Il fut donc baptisé la superforteresse. Et il était à la hauteur du nom, car il représentait une catégorie de bombardiers à part entière. Il affichait une envergure colossale de 43 mètres, une longueur de 30 mètres et une masse maximale au décollage renversante de 60 500 kg, soit dit en passant, le double de celle du B-17. Rien de tel n'existait dans le monde à son apparition.
Il pouvait emporter jusqu'à 9000 kg de bombes sur un rayon d'action de 5150 km et voler à une vitesse maximale de 575 km par heure. Son plafond opérationnel était d'environ 9450 mètres. Il était piloté par un équipage de 11 hommes. 5 officiers occupaient les fonctions de commandant d'aéronef et de pilote. Assis côte à côte, le bombardier se trouvait à l'extrême avant, devant et en dessous des pilotes, regardant à travers un nez vitré. Le navigateur se trouvait également dans le compartiment avant, auquel s'ajouta plus tard un opérateur radar. Les 6 autres étaient des sous-officiers, le mécanicien de vol, l'opérateur radio et 4 mitrailleurs. Nous vous en dirons plus sur eux dans un instant. Mais outre l'équipage principal, chaque Bing 9 nécessitait 74 membres d'équipage au sol et de relève pour rester opérationnel. Le coût unitaire était d'environ 600 000 €, soit environ 10,6 millions d'euros en valeur actuelle. C'était environ 3 fois le coût d'une forteresse volante. Cependant, il offrait 4 fois la charge utile pour des rayons d'action similaires par rapport au B-24 et 5 fois plus que le B-17. Une autre caractéristique qui rendait le B-29 unique était d'être le premier bombardier de série à cabine pressurisée. Pour la première fois, l'équipage disposa de 3 compartiments scellés et pressurisés. Un pour la section avant dans le nez, un pour la section arrière derrière les soutes à bombes et la station isolée du mitrailleur de queue tout à l'arrière. Comme les soutes à bombes ne pouvaient pas être pressurisées puisqu'elles devaient être ouvertes lors du largage, les sections avant et arrière étaient reliées par un tunnel de reptation pressurisé de 7 mètres courant au-dessus des 2 grandes soutes. Les membres de l'équipage pouvaient ainsi se déplacer entre les compartiments en vol, si nécessaire. Pour la première fois, l'équipage pouvait travailler en manche de chemise lors de missions dépassant 14 heures, sans les combinaisons chauffantes et masques à oxygène qui tombaient en panne sans arrêt sur les bombardiers précédents. Quant à l'armement défensif, l'idée était similaire à celle de la forteresse volante, mais au lieu de mitrailleuses manuelles, le Bing 9 était équipé d'un système de tir centralisé General Electric, une autre caractéristique révolutionnaire. Il disposait de 5 tourelles à commande à distance armées de mitrailleuses de calibre 12-7 mm, la tourelle supérieure avant en comptant à elle seule 4. Au lieu que chaque tourelle soit servie et visée manuellement par des servants enfermés à l'intérieur, comme dans la tourelle ventrale du B-17 ou les postes de mitrailleurs latéraux exposés, les visées étaient effectuées par des calculateurs électromécaniques analogiques. Lorsqu'un mitrailleur suivait une cible à travers sa lunette de visée, le calculateur résolvait tous les paramètres affectant la trajectoire de la balle, puis le système orientait les armes de sorte que les balles atteignent exactement l'endroit voulu. N'importe quel mitrailleur pouvait prendre le contrôle de plusieurs tourelles, et si l'un d'eux était mis hors de combat, le contrôle de sa tourelle pouvait être transféré à un autre poste. Ce système avait plusieurs années d'avance sur tout ce qui existait alors dans les airs et était d'une complexité redoutable. Si j'essayais de l'expliquer en détail, cette vidéo durerait 2 heures et j'en ferais une attaque. Quoi qu'il en soit, c'était un système remarquable. Les mitrailleurs du B-29 s'en serviraient pour abattre 914 chasseurs japonais au cours de la guerre. Et au-delà de ces caractéristiques révolutionnaires, il y en avait bien d'autres, plus discrètes mais tout aussi importantes. Il était équipé d'un train d'atterrissage tricycle, nouveau pour un bombardier lourd. Il disposait d'immenses volets Fowler pour générer de la portance lors des décollages lents en pleine charge. L'ensemble de la peau était rivé à fleurs pour l'aérodynamisme. Plus de 150 moteurs électriques étaient installés à bord, alimentés par 6 générateurs entraînés par les moteurs, reliés par 10 à 8 km de câblage. Il était en outre doté d'un radar de cartographie au sol intégré pour localiser les cibles à travers les nuages, un équipement si secret à l'époque que l'armée censura le radome sur les photos officielles. Et l'ensemble était tellement complexe et novateur qu'un poste dédié d'ingénieur de vol fut créé pour gérer tous les systèmes. Chaque B-29 incorporait 13 tonnes d'aluminium, une demi-tonne de cuivre, 600 000 rivets et des kilomètres de câblage et de tuyauterie. Quant à ce pourquoi il avait été réellement conçu, le B-29 disposait de 2 grandes soutes à bombes. Lors du largage, les bombes chutaient en alternance, d'abord depuis la soute avant, puis depuis la soute arrière, puis à nouveau depuis l'avant, et ainsi de suite, contrôlées par un dispositif appelé intervallomètre. Cela était fait pour maintenir l'équilibre du bombardier lors du largage soudain d'un tel poids. Quant à la charge maximale de 9000 kg, c'était possible, mais uniquement pour les missions à courte portée. Certaines cibles au Japon dont vous allez entendre parler étaient si éloignées que la charge en bombe devait céder du terrain au carburant. Vous allez également entendre comment une erreur d'appréciation entraîna de manière dramatique le crash de nombreux B-29 en mer à court de carburant. Et pendant qu'on parle de carburant, les B-29 disposaient de 7 réservoirs dans les ailes et dans la soute pour une capacité totale d'environ 35 200 litres.
Parlons maintenant du Wright R3350 Duplex Cyclone, un moteur en étoile à double rang de 18 cylindres. Concrètement, cela signifie 2 cercles de 9 cylindres, chacun imbriqué l'un dans l'autre, couplés à des hélices de près de 5 mètres de diamètre. Je devrais sans doute accorder quelques mérites aux ingénieurs de Wright avant d'en venir aux horreurs qu'ils allaient provoquer. Car lorsque ce moteur fonctionnait correctement, c'était un chef-d'œuvre de densité de puissance. La vraie magie résidait dans les turbocompresseurs. À 9000 mètres d'altitude, l'air est si raréfié qu'un moteur ordinaire peine à respirer et perd la majeure partie de sa puissance. Alors, ce que faisait le R3350, c'était utiliser des turbines entraînées par les gaz d'échappement pour comprimer cet air raréfié et l'injecter sous haute pression dans les cylindres. C'est ce qui permettait au 29 de maintenir vitesse et puissance dans la stratosphère, là où les chasseurs ennemis avaient bien plus de mal à l'atteindre. Mais c'est là que l'ingénierie devient, disons, discutable. Pour réduire le poids, obsession absolue de tout le programme Bing 9, le carter moteur et les accessoires avaient été fabriqués en alliage de magnésium. En tant qu'ingénieur, vous apprécieriez que le magnésium soit 35% plus léger que l'aluminium. Brillant, non? Jusqu'au moment où l'on se souvient que le magnésium est aussi un métal pyrotechnique qui brûle à plus de 3000 degrés Celsius. En d'autres termes, vous aviez une espèce d'immense torche vissée à votre aile. Si elle prenait feu, elle fondait à travers le longeron principal de l'aile en quelques secondes. Et les extincteurs tombaient en panne 87% du temps, pour une raison obscure. Ainsi, après qu'un incendie se soit déclenché, disons, sur un moteur notoirement prompt à prendre feu, l'aile se repliait simplement et l'avion tombait du ciel. Les équipages appelaient les pare-feux séparant les moteurs des réservoirs de carburant des boîtes en fer blanc, parce qu'un incendie de magnésium les traversait en quelques secondes. Et par-dessus tout ça, Boeing avait adopté une conception de nacelle très compacte pour améliorer l'aérodynamisme. Mais ce que cela signifiait en pratique, c'est que la rangée arrière de cylindres ne recevait pas assez d'air de refroidissement. Elle surchauffait donc facilement. Quant à la rangée avant, et c'est presque difficile à croire, ses lumières d'échappement étaient orientées vers l'avant. L'air de refroidissement censé refroidir le moteur frappait d'abord le collecteur d'échappement incandescent avant d'atteindre les cylindres. On préchauffait son propre air de refroidissement. Et lorsque ces collecteurs se craquelaient inévitablement sous l'effet des vibrations, ils projetaient des flammes directement sur les têtes de cylindres. Comble du malheur, le moteur avait la fâcheuse habitude d'avaler ses propres soupapes d'échappement. Et quand cela se produisait, c'était un incendie catastrophique instantané. À cause de tout cela, ces moteurs étaient pour ainsi dire consommables. En moyenne, ils tenaient environ 265 heures avant d'être mis au rebut. La situation devint si critique que près des 2/3 de toutes les pertes de B-29 pendant la guerre étaient dues à des pannes mécaniques et non aux Japonais. Mais vous en entendrez davantage là-dessus. Voyons maintenant comment ces problèmes conduisirent au crash mortel de 1943, lorsque le deuxième prototype X-Bing 9 décolla pour un vol d'essai avec Eddie Allen et son équipage aux commandes. Allen était considéré comme le meilleur pilote d'essai des États-Unis à l'époque. Dès le premier vol d'essai de ce prototype, un moteur prit feu, et Allen eut la chance de poser l'appareil juste à temps. Cela aurait dû être un avertissement clair, mais pour une raison quelconque, il fut pratiquement ignoré. Ainsi, le 18 février de cette année-là, le même appareil décolla pour son 9e vol d'essai et quelle surprise, le moteur prit à nouveau feu. Allen fit tout ce qu'il fallait. Il l'éteignit, activa les extincteurs au CO2 et fit immédiatement demi-tour vers Boeing. Mais alors qu'il s'inscrivait en finale d'atterrissage, une explosion secoua l'appareil. L'opérateur radio, Harry Rolston, laissa son microphone ouvert et ses dernières paroles furent un avertissement à Allen. Le longeron d'aile était fortement en feu. Le bombardier commença à perdre des morceaux au-dessus du centre de Seattle, et l'incendie se propagea à l'intérieur du fuselage. 3 membres d'équipage que le feu avait déjà atteints sautèrent en parachute, mais ils n'étaient qu'à une trentaine de mètres du sol. Leurs parachutes n'eurent pas le temps de s'ouvrir. À 12h26, l'avion sectionna des lignes électriques et s'écrasa dans l'usine de conditionnement de viande fry juste avant la piste. Il transportait près de 19 000 litres d'essence. L'explosion tua tous les hommes restés à bord, ainsi que 20 ouvriers de l'usine et un pompier qui mourut le lendemain. 32 morts à cause d'un défaut moteur connu. Le gouvernement, comme à son habitude, censura toute l'histoire pendant 2 ans et dit au public qu'il s'agissait simplement d'un avion militaire, car il ne pouvait pas laisser quiconque découvrir ce qui se passait avec son projet top secret. Mais ce crash ne fut pas la fin du Bing 9 qui tuait ses propres équipages avant même d'entrer en guerre. Entre cet accident et la première mission de combat de juin 1944,
Il s'écoula 1 année et demie au cours de laquelle les Bing 9 étaient entre les mains d'équipages qui tentaient d'apprendre à piloter cet engin, lequel les tuait régulièrement. Les bombardiers sortaient de la chaîne de production avec des problèmes connus, et il n'existait pas de manuel complet sur la gestion des situations d'urgence. Les équipages écrivaient littéralement leurs propres procédures de survie au fur et à mesure. En 2 jours seulement en Inde, 5 Bing 9 s'écrasèrent, tous suite à des pannes moteurs. Le taux d'accident global du B-29 était de 40 pour 100 000 heures de vol, nettement pire que les 30 du B-17 ou les 35 du B-24, qui n'étaient pourtant eux-mêmes pas des modèles de sécurité. Et voici ce qui terrifiait le plus les équipages lors des décollages. Sur un B-29 en surcharge, la perte d'un moteur au décollage équivalait quasiment à une condamnation à mort. L'appareil était trop lourd pour s'arrêter, et trop lourd pour voler sur 3 moteurs à ce poids. Et on s'écrasait avec toutes les bombes et le carburant à bord, ce qui n'était pas exactement le scénario le plus réjouissant. Des montagnes de moteurs calcinés et mis au rebut devinrent la signature de chaque base de Bing 9, et tout cela se passait avant qu'une seule bombe ait été larguée sur l'ennemi. On avait ce programme à 2, 75 milliards d'euros constitués essentiellement de prototypes immatures poussés vers une production de masse. Ce n'est que dans les années 1950 qu'ils parvinrent enfin à résoudre ces problèmes. Mais il était désormais temps pour le Bing 9 de partir réellement en guerre. Sauf qu'un autre problème se posait. Les Américains n'avaient aucune base suffisamment proche du Japon pour y stationner des bombardiers et lancer des missions. Il faut se souvenir que les bases insulaires qui allaient devenir célèbres, comme Saipan et Tinian, n'avaient pas encore été capturées. Il n'existait aucun territoire allié à partir duquel on pouvait atteindre les îles japonaises. L'armée américaine élabora donc un autre grand plan, baptisé Opération Matterhorn, que le général Curtis LeMay décrirait plus tard avec une éloquence colorée comme étant totalement absurde. L'idée était d'utiliser l'Inde comme entrepôt sécurisé, car les bases pouvaient être ravitaillées par voie maritime. Mais l'Inde était encore trop éloignée du Japon pour une mission de bombardement. Il leur fallait donc une tête de pont avancée. Ce fut Chengdu, en Chine. Pour construire ces aérodromes chinois, environ 300 000 travailleurs chinois durent concasser des rochers et tirer des rouleaux de 10 tonnes à la main, faute de machinerie lourde disponible. 4 immenses bases pour 29 furent construites à la seule force des bras. La structure de commandement de l'ensemble de l'opération était sans équivalent dans la guerre. On créa une organisation unique, la 20 Force aérienne, dirigée personnellement par le général Ap Arnold depuis Washington. Cela signifiait que les Bing 9 n'étaient sous les ordres d'aucun commandant de théâtre régional, mais traités comme une arme stratégique mondiale dirigée directement depuis le sommet. Le premier homme placé à la tête des opérations depuis la Chine et l'Inde fut le général de brigade Kenneth Wolfe. Mais c'est là que la logique d'ingénierie se transforme en cauchemar logistique. Parce que les Japonais contrôlaient la côte chinoise et les routes à travers la Birmanie, chaque goutte de carburant et chaque bombe devait être acheminée par voie aérienne de l'Inde vers la Chine, par-dessus l'Himalaya. Les pilotes appelaient cette route le Hump la Bosse. Un B-29 devait effectuer de 6 à 12 missions de transport de fret au-dessus des plus hautes montagnes du monde pour constituer suffisamment de réserves en vue d'un seul raid de bombardement contre le Japon. En pratique, l'appareil le plus avancé du monde était utilisé comme camion cargo à haute altitude, transportant du carburant et des bombes qui seraient ensuite chargées sur d'autres B-29 partant en mission. Et pour aggraver encore la situation, les Japonais ne restaient pas là à observer sans réagir. Ils lancèrent des raids sur les aérodromes avancés, incendièrent les dépôts de ravitaillement si péniblement acheminés par les vols au-dessus du Hump et pilonnèrent les pistes. Bien, toute cette préparation aboutit finalement à la première mission de combat le 5 juin 1944. Mais plutôt qu'une frappe d'ouverture triomphale contre le Japon, ce fut un essai contre les gares de triage ferroviaire de Makassan à Bangkok qui aurait prévu un désastre mécanique. 20 et un des 98 appareils furent contraints de faire demi-tour avant d'atteindre l'objectif, en raison de panne moteur. Et les dégâts causés n'avaient rien d'impressionnant. Un départ poussif pour un programme à 2, 75 milliards d'euros. 10 jours plus tard, ils visèrent enfin le gros morceau, les îles japonaises. 68 appareils décollèrent de ces aérodromes construits à la main pour frapper les aciéries impériales de Yawata. C'était la première fois que les Américains bombardaient le Japon depuis le raid Doolittle en 1942. Les enjeux étaient donc considérables. Mais les résultats furent à nouveau presque embarrassants. Sur 47 appareils ayant effectivement atteint la zone cible et les tonnes de bombes qu'ils larguèrent, une seule toucha l'usine. Et pour aggraver les choses, cette unique mission épuisa presque la totalité des réserves de carburant en Chine, accumulées au prix de mois de dangereux vols du Hump et d'équipages qui s'écrasaient.
Arnold était tellement frustré par l'absence de résultats que Wolfe fut relevé de son commandement et le major général Curtis LeMay fut désigné pour le remplacer en août 1944. LeMay tenta d'améliorer les choses depuis la Chine, mais en conclut rapidement que toute la logistique était sans espoir. À la mi, un 944, les îles Marianne, Saipan, Tinian et Guam furent capturées, et ce qui suivit fut l'un des exploits de construction les plus extraordinaires de la guerre. Les Seabees de la marine, les bataillons de construction déferlèrent sur ces îles presque avant que les combats ne soient terminés et commencèrent à construire. Pour diriger cette nouvelle campagne depuis les Mariannes, une unité distincte fut créée, le 20 et un commandement de bombardiers sous les ordres du général de brigade Heywood Ansell, fervent partisan du bombardement de précision à haute altitude. Sur Tinian, une toute petite île de seulement 101 km², ils construisirent ce qui devint le plus grand aérodrome du monde entier. Le seul terrain de Northfield sur Tinian possédait 4 pistes parallèles, chacune de plus de 2-4 km de long. Il avait des emplacements renforcés pour plus de 265 baies, 29, 21 km de voies de circulation et de pistes combinées, et des installations pour 40 000 personnels. Au total, 5 grands aérodromes furent construits à travers les Mariannes. Et contrairement aux bases chinoises, les Mariannes pouvaient être ravitaillées directement par mer depuis les États-Unis. Plus besoin de transporter du carburant par-dessus l'Himalaya. En juin 1945, plus de 100 cargos étaient nécessaires rien que pour répondre aux besoins en ravitaillement de la campagne du B-29. Chaque appareil effectuait en moyenne 8 missions par mois, et chaque mission consommait 24 200 litres d'essence et 8 tonnes de bombes. Mais regardons ces bases un instant. Chacune de ces longues pistes se terminait au bord d'une falaise de corail de 15 mètres de haut, parce que les Seabees les avaient construites en tassant du corail concassé sur un terrain plat qui retombait naturellement à la côte. Les B-29 avaient besoin de presque toute la longueur de piste pour atteindre leur vitesse de décollage d'environ 225 km/h en pleine charge. Un piquet était positionné le long de chaque piste comme point de décision. Si vous n'étiez pas à 160 et 1 km/h avec les 4 moteurs tournant parfaitement au moment de passer ce piquet, vous pouviez encore vous arrêter à temps. Mais si vous l'aviez dépassé et que vous n'arriviez simplement pas à atteindre la vitesse suffisante, vous passiez au-delà du bout de piste et par-dessus la falaise de 15 mètres, ce qui arriva effectivement, glissant sur la face abrasive de la falaise de corail, chargée de carburant et de bombes. Vous voyez le tableau. Et puis, il y avait les missions elles-mêmes. Quand les B-29 décollaient des Mariannes pour le Japon et retour, l'aller-retour représentait environ 4800 km au-dessus d'un océan totalement désert. Ces missions duraient facilement 15 heures ou plus. Le carburant était chargé à l'extrême limite et la charge en bombes était calculée en fonction du poids du carburant. Chaque kilogramme de bombes emportées était un kilogramme de carburant en moins. Les réserves de carburant sur une mission type étaient extrêmement réduites. Environ 30 minutes de vol supplémentaires dans le meilleur des cas. Toute panne moteur, tout dommage de combat, toute erreur de navigation, tout vent contraire imprévu, et il se pouvait que vous n'ayez plus assez de carburant pour rentrer. Et si votre B-29 se retrouvait à amérir entre les Mariannes et le Japon, vous étiez dans de sérieux ennuis, car le B-29 était catastrophiquement mauvais pour amérir. Les immenses portes de soute à bombe en plein centre du fuselage s'enfonçaient à l'impact avec l'eau. L'appareil se remplissait d'eau presque instantanément. Les équipages étaient entraînés à rassembler tout le monde dans le compartiment pressurisé avant l'amérissage, car cette section était plus étanche et pouvait parfois rester à flot un moment. Mais même dans ce cas, la violence de l'impact était extrême. Sur 1310 aviateurs de l'armée connus pour être tombés en mer pendant la campagne stratégique contre le Japon, 654 furent rescapés, soit un taux de survie d'environ 50%. L'autre moitié se noya, mourut d'exposition aux éléments, ou ne fut tout simplement jamais retrouvé. Chaque homme emportait un canot de sauvetage individuel, un miroir de signalisation, des colorants pour marquer l'eau à l'intention des avions de recherche et une petite radio de secours. Mais dans l'immensité du Pacifique, avec les tempêtes, les courants et parfois des centaines de kilomètres jusqu'au secours le plus proche, tout cela s'avérait souvent insuffisant. Avant même que les raids de bombardement ne commencent, un V-9 de reconnaissance avait déjà effectué une mission photo au-dessus de Tokyo avec des appareils photographiques à la place des bombes. Ce vol rencontra des vents extrêmes et rapporta les premières preuves de ce à quoi ils allaient faire face. Mais l'impact dévastateur dans toute son étendue se révéla le 24 novembre 1944. Lors de la première grande mission depuis les Mariannes vers Tokyo, 111 bombardiers attaquèrent à leur altitude de conception, entre 7600 et 9750 mètres, et ils rencontrèrent des vents soufflant de l'ouest à jusqu'à 400 km/h.
C'était le jet stream, le courant jet, et ce fut une catastrophe. Il faut comprendre que le B-29 avait été conçu pour le bombardement de précision à l'aide du viseur Norden, censé pouvoir mettre une bombe dans un tonneau depuis 9000 mètres, comme on le disait. Mais les calculateurs analogiques n'avaient pas été prévus pour un vent de 400 km/h. La vitesse maximale du B-29 était de 575 km/h. Ainsi, quand les bombardiers volaient face au vent, leur vitesse sol tombait à peine à 160 km/h, faisant d'eux des cibles quasi immobiles pour la DCA. Quand ils volaient dans le sens du vent, la vitesse sol grimpait à près de 960 km/h, bien trop rapide pour que le viseur puisse suivre quoi que ce soit. Et quand ils volaient vent de travers, les bombes étaient déportées de plusieurs kilomètres sur le côté, en traversant les multiples couches de vent imprévisibles entre le bombardier et le sol. Il n'existait tout simplement aucun axe d'attaque qui fonctionnait. Le viseur Norden n'avait jamais été conçu pour quoi que ce soit de semblable. Lors de cette première mission sur Tokyo, seulement 24 appareils parvinrent à toucher l'objectif principal. Et durant les semaines suivantes, les chiffres devinrent encore plus déprimants. Une bombe sur 50 seulement touchait dans un rayon de 300 mètres autour du point visé. L'usine de moteurs Nakajima, après avoir été ciblée à répétition par des centaines de B-29 larguant des milliers de tonnes de bombes, fonctionnait encore à 96% de sa capacité. Le bombardement de précision à haute altitude, toute la doctrine autour de laquelle le B-29 avait été conçu, était un échec total au-dessus du Japon. Et le courant jet ne ruina pas seulement la précision des bombardements, il tua aussi des équipages sur le chemin du retour. Quand les B-29 volaient vers le Japon, ils avaient souvent le vent dans le dos, ce qui était excellent pour la vitesse, mais masquait le coût réel en carburant du trajet de retour. Sur le chemin du retour, ces mêmes vents soufflaient à contresens et augmentaient dramatiquement la consommation de carburant bien au-delà de ce que les équipages avaient calculé. Certains réalisèrent trop tard que leur marge de carburant s'était évaporée. Ils tombèrent tout simplement à sec au-dessus du Pacifique et durent amérir. Et il existe quelques vidéos de B-9 percutant l'eau, comme celle-ci. Après seulement 9 missions et 44 jours de commandement, Arnold limogea Hensel. Lemay le remplaça le 20 janvier 1945 et il était peu ou prou le dernier recours. À ce stade, Arnold avait souffert de sa 4e crise cardiaque. La superforteresse était son projet personnel, son héritage. Il avait engagé sa réputation et sa carrière dessus. Et maintenant, après 2,75 milliards d'euros dépensés et 30% des ressources d'ingénierie de l'Amérique mobilisées, le programme ne produisait presque rien. Mais avant de voir comment la tactique allait être bouleversée, examinons ce dont les Japonais disposaient pour se défendre contre les bombardiers lourds. De jour, les chasseurs japonais interceptaient bien les formations comme lors de cette toute première mission sur Tokyo, quand 125 chasseurs japonais s'élevèrent à la rencontre des B-29, mais ne parvinrent à en abattre qu'un seul. La réalité était que les défenses aériennes japonaises au-dessus des îles d'origine étaient à bout de souffle. Leur DCA posait un problème plus sérieux en haute altitude, mais même celle-ci était bien moins efficace que ce que les Allemands avaient en Europe. Moins de canons, des radars moins performants, et la plupart de leurs pièces anti-aériennes lourdes ne pouvaient pas atteindre avec précision les altitudes auxquelles opéraient les B-29. Et une fois que les B-50 et un Mustang commencèrent à effectuer des missions d'escorte à long rayon d'action depuis Iwo Jima après sa capture au début de 1945, les intercepteurs japonais diurnes traversèrent des moments encore plus difficiles, car ils étaient surclassés par les Mustangs en tout point. En revanche, les défenses japonaises de nuit étaient quasi inexistantes. C'est un indice de ce qui va suivre, car la plus grande menace pesant sur la superforteresse et ses équipages, c'était la superforteresse elle-même, son manque de fiabilité effroyable et les conditions météorologiques imprévisibles du Pacifique. Et parce que les Américains savaient également que le taux de survie en cas d'amérissage était catastrophique, ils mirent en place un réseau de sauvetage élaboré le long des routes de vol des B-9, des sous-marins, des destroyers, des hydravions PB-8 Catalina surnommés Dumbos, patrouillaient sur les routes, et des B-29 modifiés appelés Super Dumbo les parcouraient également, emportant des canots motorisés largables et des équipements de survie pouvant être parachutés aux équipages dans l'eau. Mais le véritable tournant, ce fut Iwo Jima. L'île est située à peu près à mi-chemin entre les Mariannes et le Japon. Aux mains des Japonais, elle posait problème, car elle disposait d'un radar d'alerte avancé signalant les raids entrants, et c'était une base pour les chasseurs japonais qui pouvaient intercepter les bombardiers. Mais aux mains des Américains, elle devint un terrain d'atterrissage d'urgence pour les B-29 trop endommagés pour rentrer à la base. Les Marines débarquèrent à Iwo Jima dans ce que vous connaissez probablement déjà, comme l'une des batailles les plus sanglantes de l'histoire du corps des marines.
Plus de 26 000 pertes américaines, près de 6 800 Marines tués. Presque 19 000 défenseurs japonais furent tués, avec seulement 216 faits prisonniers. Les combats faisaient encore rage quand, le 4 mars 1945, un 29 baptisé Dynamite signala qu'il était dangereusement à court de carburant et demanda une autorisation d'atterrissage d'urgence. Il se posa alors que des soldats japonais tiraient encore, accrocha un poteau téléphonique à l'approche et atterrit sur Iwo Jima. Ce fut le premier d'une longue série. À la fin de la guerre, plus de 2200 B, 29 effectuèrent des atterrissages d'urgence. Bien qu'il existe un certain débat historique autour de ces chiffres, certains historiens soulignent que beaucoup des atterrissages ultérieurs étaient en réalité des ravitaillements de routine plutôt que de véritables urgences, et que le nombre réel de vies sauvées était peu, être inférieur à ce qui était avancé. Certains soutiennent que ces chiffres gonflés servaient à justifier les pertes effroyables des Marines à Iwo Jima. Quoi qu'il en soit, après qu'il fut plus qu'évident que le bombardement à haute altitude ne fonctionnait pas, Lemay prit une décision tactique radicale qui convainquit ses propres équipages qu'il était devenu fou. Il ordonna un renversement complet de doctrine, souhaitant que les bombardiers attaquent entre 1500 et 2700 mètres d'altitude au lieu de 7600 mètres, de nuit plutôt que de jour, et avec des bombes incendiaires plutôt que des explosifs. Et surtout, il ordonna que toutes les armes défensives soient retirées, à l'exception de la tourelle de queue, supprimant les équipements de visée, les tourelles à distance, les mitrailleurs et les munitions, pour économiser plus de 3000 kg par avion, ce qui permettait à chaque bombardier d'emporter davantage de bombes incendiaires. Le raisonnement était en réalité fondé. Les chasseurs de nuit japonais n'existaient quasiment pas, et la faible altitude permettait de court-circuiter le courant jet. De plus, les villes japonaises où se cachaient les petites usines produisant du matériel de guerre étaient construites essentiellement en bois, les rendant incroyablement vulnérables au feu. Lemay passa délibérément outre Arnold pour l'approbation formelle. Il dit même à un aide de camp que s'il perdait, il serait jugé comme criminel de guerre. Et franchement, cette nouvelle doctrine allait produire le raid aérien le plus meurtrier de toute l'histoire de l'humanité, l'opération Meeting House. Dans la nuit du 9 mars 1945, environ 325 bombardiers décollèrent des Mariannes. Leur cible était le quartier de Shitamachi dans l'est de Tokyo, un quartier populaire dense où vivaient quelques 750 000 personnes. Les Pathfinder arrivèrent à 00H08 le 10 mars et larguèrent des bombes à huile gélifiée M47 de 45 kg en formant un X de feu. La force principale suivit, larguant plus de 1600 tonnes d'incendiaires et de bombes à dispersion M69. Au total, quelques 500 000 cylindres de napalm et de phosphore blanc tombèrent en 2h30. Quand le M69 fonctionnait comme prévu, chaque conteneur libérait 38 sous-munitions individuelles d'environ 2,7 kg chacune, utilisant une charge de phosphore blanc pour enflammer le gel de napalm et projeter des fontaines de feu collants incandescents. En quelques minutes, des incendies individuels à Tokyo fusionnèrent en une tornade de feu, générant des vents d'ouragan et des températures au sol atteignant près de 1000 degrés Celsius. Cette chaleur inouïe fit fondre l'asphalte, vitrifier le verre et bouillir l'eau des canaux tout en consumant tout l'oxygène disponible. Et au sol, des horreurs inimaginables se jouaient. Des milliers de civils qui avaient sauté dans la rivière Sumida pour échapper aux flammes trouvèrent l'eau surpeuplée et littéralement surchauffée jusqu'au point d'ébullition. Je crois que nous ne pouvons pas aller plus loin sur ce sujet, car la vidéo serait assurément supprimée de YouTube. Vous pouvez donc aller lire quelques lignes à ce sujet si vous souhaitez ruiner votre nuit. Je sais que vous détestez quand on censure l'histoire, mais si on ne le fait pas, la vidéo serait restreinte et personne ne la verrait. Tout le travail que nous mettons dans la création de nos contenus serait alors vain. C'est ainsi. Quoi qu'il en soit, l'horreur s'étendit également aux équipages en l'air. La lueur de la ville en flammes était visible à plus de 240 km de distance. D'immenses colonnes d'air ascendantes générées par la tornade de feu faisaient osciller les bombardiers de 300 mètres en altitude, retournant certains appareils sur le dos et propulsant des débris enflammés à 2400 mètres dans les airs. Malgré tout ce chaos, Lemay ne perdit que 14 appareils, un taux de pertes inférieur à 5%, dont environ la moitié causée par la chaleur et les turbulences, plutôt que par les défenses japonaises. Les Japonais recensèrent officiellement 105 400 corps. Plus de 40 000 personnes furent blessées. 1 million se retrouvèrent sans abri, effaçant effectivement un quart de Tokyo. La campagne étant jugée comme un succès tactique, Lemay ne s'arrêta pas. Au cours des 10 jours suivants, plus de 9000 tonnes de bombes détruisirent 80 km² dans les 4 plus grandes villes du Japon. Les raids ne s'interrompirent que parce que l'armée épuisa ses stocks d'incendiaires. Une fois réapprovisionné, Tokyo fut à nouveau frappé, encore et encore, le 13 avril, le 15 avril, puis
Le 24 mai, lors du plus grand raid unique, avec 520 bombardiers, larguant plus de 3600 tonnes d'incendiaires. De juin à août, la campagne s'étendit à 58 villes moyennes et petites. Plus de 300 000 civils furent tués, plus de 400 000 blessés, et entre 8 et 12 millions se retrouvèrent sans abri. Certaines villes furent pratiquement rayées de la carte comme Toyama, qui perdit 99% de sa superficie urbaine. Et dans ce qui constitue peu être l'un des détails les plus cyniquement sombres de toute la campagne, en juillet 1945, des B-29 larguèrent des tracts sur les villes japonaises restantes, avertissant les civils d'évacuer. Ces tracts proclamaient « L'Amérique qui défend l'humanité ne souhaite pas blesser les innocents ». En quelques jours, 6 des 11 villes mentionnées sur ces tracts furent bombardées au feu. Le cauchemar fut tout aussi profond pour les 568 aviateurs alliés écrasantes, majorité de membres d'équipage de B-29 qui furent capturés après avoir été abattus au-dessus du Japon. À la suite du raid Doolittle en 1942, le gouvernement japonais avait promulgué la loi sur les aviateurs ennemis, qui classait comme crime capital le fait de bombarder ou de mitrailler des civils. Cela signifiait que les équipages de B-29 capturés n'étaient pas traités comme prisonniers de guerre, ils étaient classés comme criminels de guerre. Sur ces 568 captifs recensés, 132 furent exécutés à l'issue de procès sommaires et beaucoup d'autres subirent des traitements que nous ne pouvons véritablement pas décrire dans cette vidéo. Ce que nous pouvons vous dire, c'est que les aviateurs capturés n'étaient pas détenus dans des camps de prisonniers classiques, mais par la Kempeitai, la police militaire, notamment à leur siège à Tokyo, où les conditions de détention étaient, comme je vous le dis, au-delà de ce que les mots peuvent décrire. Et puis il y avait la prison militaire de Shibuya à Tokyo. Dans la nuit du 25 mai, quand 464 B-29 frappèrent le centre de Tokyo pour la 5e fois, des bombes incendiaires touchèrent la prison. Alors qu'environ 400 prisonniers japonais furent évacués, 62 prisonniers de guerre américains, tous membres d'équipage de B-29, furent laissés enfermés dans le bloc cellulaire numéro 4. Ceux qui parvinrent à s'en échapper furent tués à coups de sabre et de baïonnettes. Les 62 périrent. La plupart d'entre eux tués par les bombes larguées par leurs propres camarades de B-29. Un sort similaire attendrait plus tard les prisonniers alliés détenus à Hiroshima et à Nagasaki. Mais c'est là le prochain chapitre sombre de l'histoire de ce bombardier. Les planificateurs alliés comprirent qu'obtenir une capitulation japonaise sans condition pourrait nécessiter quelque chose d'encore plus terrible que de brûler tout le pays. Ils crurent qu'une bombe atomique était la solution pour mettre fin à la guerre. Le B-29 était le seul bombardier capable d'emporter une telle arme, de la larguer, puis de survivre à l'onde de choc et aux radiations qui en résulteraient. Pour accomplir cette mission, 15 superforteresses largement modifiées, connues sous le nom de flotte Silver Plate, furent préparées. Elles disposaient de soutes à bombes reconstruites, de moteurs à injection de carburant bien plus fiables, d'hélices à pas réversibles, de toutes les tourelles supprimées sauf celle de queue, et ainsi de suite. Le 6 août 1945, le B-29 Enola Gay, aux commandes du colonel Paul Tibbets, largua Little Boy une bombe à l'uranium de 4400 kg sur Hiroshima. Elle explosa à 610 mètres d'altitude et détruisit instantanément environ 10 km² de la ville. Le nombre de morts est estimé entre 70 000 et 80 000 personnes tuées immédiatement. Avec les décès dus aux radiations dans les semaines et les mois suivants, le total s'élève à entre 90 000 et 166 000 victimes. 3 jours plus tard, le 9 août, Boxcar largua Fatman, une bombe au plutonium de 4670 kg sur Nagasaki, explodant à environ 500 mètres d'altitude. Le bilan fut de 40 000 morts immédiats, pour un total final compris entre 60 000 et 80 000 victimes. Le Japon annonça sa capitulation le 15 août 1945. La superforteresse n'en avait cependant pas fini. Elle participa à la guerre de Corée, où elle effectua de nouveau des bombardements stratégiques jusqu'à ce qu'elle rencontre le MiG, un 5 soviétique. En novembre 1950, des formations de B-29 se heurtèrent à ces chasseurs à réaction qui pouvaient atteindre 1080 km/h, bien plus rapide que le B-29. Les pertes furent si lourdes que les B-29 furent contraints de passer aux missions nocturnes, leur seul refuge. La carrière de la superforteresse en tant que bombardier de combat prit fin en 1953, date à laquelle elle fut progressivement retirée du service actif. Au total, 3970 B-29 furent construits. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 414 furent perdus au combat et 260 lors d'accidents. Les équipages qui les pilotèrent affrontèrent des risques venant de toutes les directions. Des moteurs qui prenaient feu, des tempêtes du Pacifique, des amérissages forcés, des vents stratosphériques incontrôlables, et un ennemi déterminé à les abattre ou,
s'ils étaient capturés, à les exécuter. C'était le prix humain de la révolution technologique la plus ambitieuse de la Seconde Guerre mondiale. Un appareil qui changea pour toujours la nature de la guerre, au coût d'un sacrifice incommensurable.